Bonjour et bienvenue à cette sixième séance donc, du cours sur la logique de programme. Et aujourd'hui, nous allons regarder des logiques fortes pour des mémoires faibles, plus précisément pour les mémoires partagées faiblement cohérentes, qui est ce que le matériel nous offre aujourd'hui. Et donc avant de parler de ce que c'est que ces mémoires faiblement cohérentes, parlons déjà de mémoires fortement cohérentes séquentielle. Et donc il s'agit d'un modèle idéalisé de programmation parallèle, mais cependant très utile, qui est le nom, donc cohérence séquentielle, sequential consistency, a été introduit par Leslie Lamport dans un article célèbre de 1978. Alors, Lamport parlait plutôt de systèmes distribués, mais ça s'applique aussi à des systèmes à mémoire partagée. Donc, dans la définition de Lamport, c'est l'idée que le résultat de l'exécution, c'est la même chose qu'un entrelacement des opérations, un entrelacement séquentiel, donc les uns après les autres, des opérations de chaque processeur qui participe au calcul. Et donc, pour un système à mémoire partagée, on peut dire aussi que l'état de la mémoire partagée est le résultat d'un entrelacement des opérations de lecture, d'écriture, des différents processus qui s'exécutent en parallèle. Alors, c'est un modèle qui apparaît très naturellement. Si vous implémentez, par exemple, vos processus par du temps partagé sur un unique processeur, donc pendant quelques millisecondes, c'est un processus qui tourne, après il est préempté, on passe la main à un autre processus, puis à un troisième processus, et donc l'entrelacement se fait tout naturellement, c'est l'ordonnancement, le scheduling des différents processus sur l'unique processeur. Et alors on peut aussi avoir des implémentations réellement parallèles avec plusieurs unités de calcul qui sont séquentiellement cohérentes. Et ça arrive très naturellement lorsqu'il y a un seul guichet d'accès à la mémoire. Donc la mémoire peut répondre à une requête d'écriture ou de lecture d'un seul CPU à la fois. Donc par exemple, ici, elle est en train de répondre à une requête du troisième CPU. Et puis là, maintenant, elle tourne son attention vers le premier CPU, puis ensuite vers le quatrième CPU. Et donc la RAM, la mémoire, séquentialise toutes ces demandes et crée donc la cohérence séquentielle. Alors c'est aussi un modèle populaire parce que sa sémantique formelle est très simple. Rappelez-vous, au cours numéro 4, on a introduit donc la construction parallèle, C1 parallèle C2, dans notre petit langage PTR, et on a donné ces 4 règles de réduction, et on voit très clairement l'entrelacement ici des réductions pour C1 ou pour C2. Donc si C1 peut se réduire, alors on peut faire une étape, réduire C1, C2 en C1' parallèle C2. Si C2 peut se réduire, on peut aussi faire une étape C1 parallèle C2, C1 parallèle C2'. Et en enchaînant comme ça ces étapes, en choisissant si on réduit dans C1 ou dans C2, eh bien, on fait apparaître les entrelacements en question. Et donc, un peu comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir, donc nous avons fait de la cohérence séquentielle sans le savoir, avec notre sémantique de PTR. Et alors, un des avantages du modèle SC, c'est de définir précisément la sémantique des programmes parallèles, même lorsqu'ils contiennent des courses critiques. Donc vous vous souvenez, une course critique, c'est quand deux ou plus processus peuvent accéder en même temps, c'est-à-dire sans synchronisation, à la même case mémoire, et au moins un des accès est une écriture. Et là, on avait dit, on ne sait pas quel est le résultat. En fait, dans le modèle SC, on sait, puisque le résultat, c'est un entrelacement des différents accès. Par exemple, si c'est une lecture et une écriture, si dans un entrelacement, c'est l'écriture qui passe en premier, alors la lecture va lire la nouvelle valeur, sinon elle va lire l'ancienne. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la voie à des algorithmes parallèles qui utilisent des courses critiques de manière bien contrôlée, en sachant ce qui va se passer. Et alors c'est utile dans plusieurs cas. Typiquement, lorsque les instructions atomiques du processeur ou les sections critiques du langage de programmation sont trop coûteuses et qu'on a envie d'employer juste des accès mémoire normaux, ou même que les instructions atomiques ou les sections critiques ne sont pas disponibles. Quand on est sur un matériel peu coopératif, qui n'aurait pas d'instructions atomiques, comment est-ce qu'on construit des sections critiques, par exemple, de l'exclusion mutuelle? Alors ça, cette dernière question, ça a été un problème ouvert pendant plusieurs années, dans les années 60. Qu'est-ce que c'est une bonne implémentation des verrous ou des sémaphores quand on n'a que des lectures et des écritures mémoire normales? Alors voilà une des premières solutions, c'est l'algorithme de Peterson,
qui utilise donc deux flags, deux booléens, et une variable qui s'appelle turn, qui vaut 0 ou 1. Et donc le processus de gauche ici met le flag, donc le processus de gauche c'est celui qui a le numéro 0. Donc il met son flag à vrai pour signaler qu'il a envie de rentrer en section critique, et puis il laisse son tour d'une certaine manière à un processeur 1. Et là, il y a une attente active, tant qu'il a l'impression que le processeur 1 veut rentrer en section critique, flag de 1 est vrai, et que c'est son tour, alors il attend. Et puis, quand une de ces conditions devient fausse, il peut rentrer en section critique, et quand il sort de la section critique, il remet son drapeau à 0. L'autre processus est complètement symétrique, sauf qu'évidemment, il utilise flag de 1 pour signaler son envie de rentrer en section critique, et puis il laisse le tour à l'autre, initialement. Et c'est important. Et avec un modèle SC, on peut facilement montrer qu'il est impossible que les deux processus soient en même temps dans la section critique. Donc que le processus 0 soit ici et que le processus 1 soit là. Alors tout simplement en énumérant les entrelacements possibles. Et vous pouvez demander à un modèle checker de le faire pour vous, ça va être très très rapide. Et il va vous dire, non, c'est pas possible parce que pour être là et là à la fois, il faudrait que flag de 0 soit vrai, flag de 1 soit vrai, turn soit égal à 0 et turn soit égal à 1 en même temps. Et c'est pas possible. Bon, donc cet algorithme, il n'est plus utilisé aujourd'hui parce qu'il n'est pas très efficace, il n'a pas de très bonnes propriétés par rapport à juste utiliser des instructions atomiques du processeur, comme l'échange atomique. En revanche, voilà un autre algorithme qui, lui, est utilisé aujourd'hui, qui est même assez récent, qui a été introduit dans le noyau Linux il n'y a pas si longtemps. C'est une autre manière de faire du verrouillage, ça s'appelle le verrouillage par ticket. Et ça s'inspire de ce qui se passe dans certains services publics ou certains rayons de supermarchés où on arrive, on prend un ticket au distributeur, ça nous donne un numéro, et puis on attend que le numéro soit affiché sur l'écran. À ce moment-là, c'est nous qui on a accès à la ressource critique. Et donc, c'est la même chose pour l'algorithme du ticket lock. Donc, un processus qui veut rentrer en section critique, il prend le prochain ticket, et ça, c'est l'incrément atomique sur une variable globale, et puis il attend que le numéro qu'il a ainsi obtenu soit affiché. Et à ce moment-là, il rentre en section critique, et puis quand il sort de sa section critique, il fait afficher le numéro suivant, ce qui va permettre au client suivant, au processus en attente suivant, de rentrer en section critique. Alors le code est extrêmement court, c'est vraiment un algorithme très agréable. Donc les deux variables globales, next, qui est le numéro du prochain ticket libre, et now serving, qui est le numéro du processus, du ticket qui peut rentrer en section critique. Donc acquérir le verrou, c'est incrémenter de manière atomique next et prendre l'ancienne valeur comme le ticket. Et puis une attente active. Tant que now serving n'est pas égal au numéro affiché sur notre ticket, on attend. Ensuite, on lock retourne, on rentre en section critique, et ici, on déverrouille en incrémentant now serving. Et le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que l'incrément ici doit être atomique, parce que sinon, deux processus pourraient avoir le même numéro de ticket. En revanche, cette attente active et cet incrément n'ont pas besoin d'être atomiques. L'incrément n'a pas besoin d'être atomique parce que la seule personne qui peut incrémenter, c'est la personne qui est en section critique, et il n'y en a qu'une. Et il y a évidemment une course entre cette écriture et cette lecture, mais c'est une course bénigne, elle va se résoudre correctement, dans un modèle TSO, elle va se résoudre correctement. Donc voilà un exemple un peu plus réaliste. Et oui, alors bien sûr, on pourrait mettre des accès atomiques ici et là, mais l'algorithme deviendrait beaucoup moins efficace. Les accès atomiques sont beaucoup plus coûteux en hardware que des accès non atomiques. Donc ça, c'est ce modèle de cohérence séquentielle qui est donc extrêmement pratique, mais qui malheureusement ne correspond pas à la réalité des ordinateurs d'aujourd'hui. Donc la réalité, ce sont les modèles mémoire faiblement cohérents. Et alors comment on se rend compte que son ordinateur n'est pas séquentiellement cohérent? Eh bien, en lui faisant subir des épreuves de vérité. En anglais, c'est des litmus tests, donc, qui sont des petits tests, généralement à 2 processus et 4 instructions, qui essayent de mettre en évidence des comportements impossibles dans le modèle séquentiellement cohérent. Alors, en voici un. Alors, c'est un morceau d'un algorithme d'exclusion mutuelle. Cette fois-ci, c'est l'algorithme de Dekkers, qui est une amélioration de l'algorithme de Peterson, et qui commence un peu comme l'algorithme de Peterson, en disant je mets un drapeau à 1 pour dire que je veux rentrer en section critique, et puis je consulte le drapeau de l'autre.
Donc le processus 0, il met x à 1 et il va lire y. Le processus 1, il va mettre y à 1 et il va lire x. On part avec x égale y égale 0. Et dans le modèle SC, donc on peut montrer de manière assez évidente, la première instruction exécutée, soit c'est 7 sur x, soit c'est 7 sur y. Si c'est 7 sur x, alors forcément le get sur x va renvoyer 1, donc b vaut 1 à la fin. Si c'est le 7 sur y, alors le get sur y va renvoyer 1, donc a vaut 1 à la fin. Il est aussi possible que a et b vaillent 1 tous les deux à la fin, d'accord, mais il est impossible que a et b vaillent 0 tous les deux à la fin. Il n'y a aucun entrelacement SC qui vous donne ce résultat. Bien, et bien maintenant on va essayer, faisons un peu d'expérience. Alors on va écrire le test directement à l'assembleur x86 pour être sûr que le compilateur n'a pas changé le code qu'on a écrit. Donc ça c'est essentiellement le code réécrit dans le langage d'entrée de l'outil Litmus 7, développé par mon collègue Luc Maranget. Et donc Litmus 7, il lit des tests comme ça, et puis il va les exécuter un grand nombre de fois sur la machine, et puis observer, faire un histogramme des résultats. Et là, on voit que le résultat où les variables locales A et B, c'est-à-dire les registres R à X dans les processus 0 et 1, valent 0, eh bien ce résultat, qui est impossible en SC, il est observé 178 fois sur quelques millions d'exécutions. Il est même observé plus souvent que l'autre résultat où les deux valent 1, qui lui est prédit dans le modèle SC, mais en fait se produit rarement. Donc voilà, quand j'ai acheté mon ordinateur, ce n'était pas écrit sur la fiche, la spécification, qu'il était SC, et effectivement, il n'est pas SC. Bon. Et en fait, vous n'arriverez pas à acheter un ordinateur SC aujourd'hui, car ce modèle de cohérence séquentielle n'est respecté ni par les architectures matérielles contemporaines, qui s'affranchissent de ce modèle afin d'aller plus vite, d'avoir des systèmes mémoire plus performants, ni par les compilateurs optimisants, qui réécrivent votre code pour le rendre plus rapide. Alors on va voir rapidement quelques raisons, quelques motifs architecturaux ou de nature ou provenant du compilateur qui introduisent des comportements non SC. Au niveau du matériel, donc l'extension la plus courante, c'est les tampons en écriture, aussi appelés write buffers ou store buffers. Et donc chaque processeur a un petit tampon ici ou là dans lequel il place ses écritures. Et en attendant qu'elles soient transmises à la mémoire partagée. La mémoire partagée peut être occupée à autre chose, donc le processeur il met juste son écriture dans le tampon et puis il continue. Et quand il fait une lecture, d'abord il consulte le tampon pour voir s'il n'y a pas une écriture récente à cette adresse, et ça lui donne la valeur, et puis s'il ne trouve pas l'adresse dans le tampon, il demande à la mémoire principale. Alors l'effet de ça, c'est que les écritures que fait un processeur sont visibles immédiatement de ce processeur, mais elles prennent plusieurs cycles avant d'être visibles des autres processeurs. Et ça suffit à violer le modèle SC. Alors voilà une exécution non SC du test Litmus, là, de l'épreuve de vérité. Au temps t égale 0, les deux processeurs font chacun leur affectation, mais leur écriture mémoire, mais en fait, ce n'est pas encore dans la mémoire, c'est juste des écritures qui sont mises dans les tampons. Au temps 1, disons, celui-là va lire Y, il ne le trouve pas dans son tampon, donc il demande à la mémoire partagée, il reçoit la valeur 0. Au temps suivant, l'autre processus demande X, ne le trouve pas dans son tampon, va le lire en mémoire partagée. Donc ils ont lu 0, 0. Et puis, finalement, les écritures arrivent, sont transmises, avec un peu de retard, à la mémoire partagée. Oups, pardon. Alors, un autre exemple d'accélération matérielle qui casse la garantie SC, c'est le réordonnancement au vol des instructions. Donc ça s'appelle l'exécution dans le désordre, out of order execution. Et l'idée, c'est d'aller voir un petit peu en avant dans le code qu'il faut exécuter pour trouver des instructions qui ont une latence élevée, donc qui vont prendre beaucoup de cycles avant de produire leurs résultats, et d'essayer de les démarrer plus tôt, de les anticiper, afin de bloquer moins longtemps quand on aura besoin de leurs résultats. Et alors les lectures mémoire sont typiquement des instructions à latence élevée, et donc il est très tentant de voir si la prochaine instruction c'est une écriture, mais qu'un peu plus loin il y a une lecture, de dire non, je vais commencer par faire les lectures. Alors bien sûr, c'est une exécution c'est une permutation qui n'est pas toujours correcte. Si x est égal à y, ça ne va pas, si c'est à la même adresse.
Mais du coup, c'est des exécutions qui sont spéculatives. Le processeur va lancer la lecture, et puis s'il trouve une écriture à la même adresse, il va soit annuler la lecture anticipée, soit la satisfaire directement à partir de la valeur écrite. Ça s'appelle du forwarding. Bref, donc tout ça est un peu compliqué dans le matériel, mais en séquentiel, c'est complètement transparent. Et évidemment, en parallèle, ça fait apparaître d'autres comportements qui ne sont pas SC. Si le code machine que vous envoyez à votre processeur, c'est celui-ci, mais que le processeur réordonne en disant « je vais commencer par faire les lectures avant les écritures », ben, évidemment, on peut terminer avec A égale B égale 0, si les deux lectures ont lu les valeurs initiales de X et de Y. Enfin, troisième exemple, et dernier, bon, je pourrais faire un cours entier là-dessus, mais ce sera un peu monotone peut-être. C'est les accès mémoire fractionnés. Donc, si vous avez une donnée qui est mal alignée, qui occupe plusieurs octets en mémoire, elle peut en fait se trouver à cheval entre deux lignes de cache ou deux quantités que le processeur peut accéder en une seule instruction. Et donc, il va falloir deux accès mémoire en fait pour faire l'accès. Donc ici, on écrit l'entier 32 bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à l'adresse X, mais X est à cheval sur deux lignes de cache, donc on va en fait écrire les 16 bits de poids fort à une certaine adresse, puis les 16 bits de poids faible à une autre adresse. En parallèle, on lit ce mot de 32 bits, et de même, la lecture va être coupée en deux lectures de 16 bits, partie haute, partie basse, et puis une combinaison, on recombine les octets. Et alors, encore une fois, c'est correct dans les exécutions séquentielles, et ça fait apparaître des exécutions non SC qui sont particulièrement énervantes. Donc ici, en SC, il n'y a que deux exécutions possibles. Soit on lit l'ancienne valeur, c'est-à-dire 0, soit on lit la nouvelle valeur, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici apparaît une troisième exécution possible où on écrit les poids forts. Ensuite, on lit les poids forts, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on lit les poids faibles, qui sont toujours à 0. Et on renvoie 0x, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Et ça, c'est ce qui s'appelle, dans la littérature, a value out of thin air, donc une valeur qui sort de nulle part. Et comme nous sommes au Collège de France, je propose d'appeler ça une valeur ex nihilo, c'est quand même plus classe. Et donc, c'est un exemple de valeur ex nihilo, car elle est produite par l'exécution alors qu'elle n'apparaît nulle part dans le code initial. D'accord ? Ce qui est quand même particulièrement troublant. Alors, quels sont les remèdes ? Comment est-ce qu'on peut programmer un processeur x86 multicœur s'il n'est pas SC ? Un remède possible, c'est d'utiliser des instructions barrières. Donc, c'est des instructions spéciales qui empêchent le processeur de réordonner certains accès en mémoire. Alors typiquement, il y a une barrière dite forte qui préserve l'ordre entre tous les accès avant la barrière et tous les accès après. Donc chaque accès avant aura forcément lieu avant chaque accès après. Et puis il y a des barrières plus faibles sur certaines architectures qui par exemple préservent l'ordre entre les lectures qui ont lieu avant la barrière et les accès, lecture-écriture après la barrière, mais peut quand même laisser certaines écritures passer après la barrière. Après, chaque processeur vient avec des instructions un peu spéciales, qui ont des comportements mémoire particuliers. Sur le x86, il y a une notion d'instruction verrouillée avec le préfixe lock. Sur des processeurs comme l'Itanium ou le ARM, il y a des instructions load et store, chargement, écriture et lecture spéciale, qui s'appelle load acquire, store release, qui rajoutent des garanties mémoire supplémentaires. On en reparlera un petit peu plus tard. Bon. Maintenant, quelques mots sur ce qui peut se passer dans le compilateur. Donc là aussi, il y a des dizaines d'optimisations qui cassent la garantie SC. Je vais juste vous en montrer deux ou trois. Alors la première, c'est le réordonnancement d'instructions. Donc il n'y a pas que le processeur qui réordonne les instructions. Le compilateur aussi peut choisir de le faire, typiquement pour anticiper les instructions à longue latence. Alors lui, en revanche, il ne peut pas spéculer, le compilateur, donc il est obligé de démontrer par analyse statique s'il permute une écriture et une lecture, c'est qu'elles s'effectuent à des adresses différentes. Mais donc là aussi, on peut tout à fait se retrouver dans des situations où la lecture de Y, qui était formellement après X, se trouve maintenant avant X, et ça introduit les mêmes comportements non SC que le réordonnancement dynamique dans les processeurs. Alors une autre optimisation qui est extrêmement courante et extrêmement utile, c'est la factorisation des lectures redondantes. Donc c'est un cas particulier de ce qui s'appelle Common Subexpression Elimination, l'élimination, la factorisation des sous-expressions communes.
Et c'est l'idée que si on fait 2 lectures à la même adresse mémoire, let A égale get de x, puis let B égale get de x, et qu'entre les 2 lectures, on est sûr qu'il n'y a pas d'écriture à l'adresse x, alors la deuxième lecture peut réutiliser le résultat de la première. D'accord ? Pourquoi recalculer ce qu'on a déjà calculé et qui, normalement, n'a pas changé, au moins dans une exécution séquentielle. Et donc ça introduit également des exécutions non séquentiellement cohérentes. Ici, le processus de gauche il fait 3 lectures successives. Il lit x, puis y, puis à nouveau x. Et donc l'optimisation ici va remplacer cette troisième lecture par let c égale a, réutilisation du résultat de la première lecture. En parallèle, l'autre processus affecte x, puis affecte y. En SC, si on part de x, y égale 0, on ne peut pas terminer avec ABC égale à 0, 1, 0. Alors pourquoi ça ? Parce que si B est égal à 1, c'est que B, la lecture get y a eu lieu après l'écriture set y, donc forcément l'écriture sur x a déjà eu lieu, et la dernière lecture sur x va forcément lire 1. D'accord ? En revanche, une fois qu'on a factorisé le get x, qu'on a remplacé ce let c égale get x par let c égale a, le résultat ABC égale 0, 1, 0 est trivialement possible. Et puis, oui, pour le dernier exemple, c'est le déplacement de code invariant. Donc, à l'intérieur d'une boucle, vous faites le même calcul à chaque tour de boucle. Par exemple, ici, la multiplication j fois 10 est invariante. C'est le même calcul qui est fait 100 fois, une fois à chaque tour de boucle. Et l'idée, c'est de remonter le calcul avant la boucle. Donc, on fait j fois 10 une fois pour toutes, on stocke le résultat dans un temporaire t, et on utilise t à chaque tour de boucle. Alors bien sûr, si vous vous amusez à faire ça pour une lecture en mémoire, vous pouvez casser des codes qui font de l'attente active. Donc là, on a un code qui lit de manière répétée x jusqu'à ce que x ne soit pas 0. Et un compilateur naïf, séquentiel, va dire « Oh, voilà un calcul invariant de boucle, donc je sors, je lis x une fois pour toutes, et maintenant je fais une boucle infinie si t est égal à 0. » Donc l'attente active peut s'être transformée en boucle infinie. Quels sont les remèdes possibles ? Alors bien sûr, on pourrait dire désactivons les optimisations. Mais ça, personne n'a envie de désactiver les optimisations. Il y a des études qui montrent que donc, si on désactive toutes les optimisations qui cassent la garantie SC, on a un ralentissement d'au moins 30% en supposant le matériel SC. Le matériel n'étant lui-même pas SC, si on rajoute toutes les barrières qu'il faut pour le rendre SC, on ralentit plutôt d'un facteur 3. Donc c'est quand même un peu coûteux pour une garantie de programmation. La manière plus prometteuse de procéder, c'est d'informer le compilateur. Donc il faut lui dire quels sont les accès mémoire qui constituent des communications interprocessus, et donc qui ne doit pas optimiser, ou qui doit compiler spécialement en insérant des barrières ou tout ce qui va bien. Alors ça, vous voyez ça par exemple dans des langages comme C, C++, Java, par le modificateur volatile que vous pouvez appliquer à certaines variables, ou à des variables ou à des champs de structure, sachant que la sémantique exacte de ce modificateur n'est pas claire, et elle est très différente entre Java et C et C++. Et une autre approche qui a tendance à devenir standard aujourd'hui, depuis son introduction dans le standard C++ en 2011, c'est d'avoir une bibliothèque d'opérations atomiques pour lesquelles on spécifie clairement les garanties de cohérence attendues. Alors, dans C++, donc, dans cette bibliothèque, vous avez des opérations atomiques comme la lecture, l'écriture, le fetch and add qu'on a utilisé, le compare and swap, etc. Mais ce qui est nouveau, je pense, ou qui n'était pas fait avant, c'est que chaque opération est annotée par un mode de cohérence mémoire exigé. Donc, quelles garanties sont attendues par le programmeur ? Alors, au niveau le plus élevé, on a la cohérence séquentielle. Et donc, essentiellement, ces cases mémoire-là, qu'on accède en mode Memory Order Sec CST, vont se comporter comme dans un modèle SC, quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui. À l'autre bout du spectre, on a des accès dits relâchés, relaxed, où là, on ne donne plus aucune garantie, si ce n'est que les accès sont atomiques, mais ils peuvent avoir lieu dans n'importe quel ordre. Et puis, au milieu, on a un mode dit de Release Acquire, dont on va reparler plus tard, qui est juste assez de garantie pour pouvoir faire un passage de messages fiable entre processus.
Voilà. Et donc maintenant, le reste du cours, c'est la question qu'on aborde dans le reste du cours, c'est est-ce qu'on peut raisonner sur ce type de programmation avec des logiques de programme? Et quelles sont les logiques de programme adaptées? Alors on va commencer par un cas simple, mais quand même très utile en pratique, où la logique de séparation concurrente, CSL, telle qu'on l'a vu dans les 2 derniers cours, suffit. En fait, il n'y a rien à changer à la logique. Et donc ça, c'est lié à la garantie dite DRF, Data Race Free, qui est une propriété d'un modèle mémoire faiblement cohérent, d'un modèle mémoire relâché, qui est la suivante. Si un programme s'exécute dans le modèle SC, séquentiellement cohérent, sans faire de course critique, alors il va s'exécuter dans le modèle relâché exactement comme dans le modèle SC. En d'autres termes, pour un programme qui n'a pas de course critique, les relaxations introduites par le modèle mémoire, les cas où il ne se comporte pas comme SC, où il a des comportements supplémentaires, en fait, ces cas n'arrivent pas. Et donc, les relaxations n'ajoutent pas de comportement par rapport au comportement SC. Et donc, vu de l'utilisateur, tout se passe comme si la machine qui exécute le programme était SC. Et alors, cette garantie DRF, elle est intéressante car elle est revendiquée par tous les modèles mémoire connus, et elle semble vraie de tous les modèles mémoire connus de processeurs ou de langage. Ils affirment tous avoir cette garantie DRF. Alors, après, il y a des clauses en petits caractères dans cette garantie, donc je vais l'exprimer de manière un peu plus détaillée, un peu plus précise. Donc si un programme qui peut comprendre des sections critiques, des opérations atomiques et d'autres dispositifs de synchronisation s'exécute dans le modèle SC sans faire de course critique, alors il s'exécute dans le modèle relâché exactement comme dans le modèle SC, à condition que tous ces dispositifs de synchronisation soient correctement implémentés. Alors, correctement implémentés, intuitivement, ça veut dire avec les barrières mémoire qui vont bien, pour justement préserver l'ordre des opérations qui fait qu'il n'y a pas de course dans le modèle SC, et donc garantir l'absence de comportement non SC. Alors, les implémentations en question, on les trouve dans les manuels de processeurs, on les trouve dans la littérature de recherche. Je vous donne 2 exemples. Ça, c'est pour comment on implémente les verrous, lock et unlock, en x86 et en Power. Le Power étant une architecture qui a un modèle mémoire beaucoup plus relâché que x86. x86 étant essentiellement un tampon en écriture, et c'est tout. Donc en x86, le cœur de l'algorithme, c'est un échange atomique, XCHG ici, et qui a pour effet de mettre aussi une barrière en écriture au sens où il vide le cache, le tampon d'écriture. Et déverrouiller, c'est juste une écriture normale, écrire 0 dans la case qui représente le tampon. Dans le Power, il faut des instructions supplémentaires. Donc ici, il y a une barrière forte, ISync, au moment du lock, et ici, une barrière un peu plus faible, LWSync, au moment du unlock. Alors oui, cette implémentation sur x86, il y a une petite histoire intéressante. Donc avant 1999, le noyau Linux, alors le noyau Linux est plein de dispositifs de synchronisation, puisqu'il est essentiellement parallèle. Et donc, il implémentait unlock avec une instruction atomique, qui est avec ce fameux préfixe lock, qui donne des garanties d'atomicité plus fortes et qui constitue une barrière, donc qui va vider forcément le tampon en écriture. Et puis quelqu'un poste sur la mailing list des développeurs du noyau en disant « mais on peut aller beaucoup plus vite en remplaçant ça par une écriture simple ». Et alors là, longue discussion, en particulier M. Linus Torvalds qui participe en disant « mais attendez, si on met une écriture simple, on a moins de garanties, qu'est-ce que va faire le processeur? Est-ce qu'il ne va pas réordonner des instructions, etc. etc. » À l'époque, Intel n'avait jamais dit exactement quel était le modèle mémoire de leur processeur. Bon. Et puis, après longue discussion, un ingénieur de Intel poste en disant « non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin d'instruction atomique ». Alors maintenant, on sait pourquoi. Parce qu'on sait, c'est essentiellement officiel, que l'architecture x86 est de type TSO, c'est-à-dire avec un tampon en écriture qui est vidé dans l'ordre dans lequel les écritures sont faites. TSO, c'est Total Store Ordering.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de réordonnancement des écritures par rapport à d'autres écritures. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on écrit 0 dans le verrou avec une instruction non atomique? Cette écriture n'est pas immédiatement visible des autres processus, elle reste un petit moment dans le tampon d'écriture. Mais pendant ce temps-là, les autres processus y voient toujours 1 dans la case, donc ceux qui sont en attente sur le verrou continuent d'attendre. Et puis finalement, le 0 qu'on a écrit arrive dans la mémoire principale. Les autres processus, un autre au moins, est redémarré et récupère le verrou. Mais toutes les écritures qui ont eu lieu avant l'écriture du verrou, avant le unlock, sont déjà arrivées en mémoire, puisqu'elles arrivent dans l'ordre. Et donc, l'autre processus qui prend le verrou trouve les ressources partagées avec les bonnes valeurs. Donc l'argument est un peu subtil, on reviendra dessus un peu plus tard. Alors une autre raison pour laquelle ce modèle de DRF est populaire, c'est qu'un grand nombre, pratiquement toutes les optimisations connues à la compilation, sont correctes pour des programmes qui n'ont pas de course critique. Alors correct, ça veut dire que tous les comportements du programme optimisé sont des comportements possibles du programme source. L'optimisation n'a pas ajouté des comportements impossibles pour le programme source. En revanche, elle a pu supprimer des comportements possibles du programme source. Elle a pu déterminiser, par exemple, le programme source. Mais ça, c'est tout à fait correct. Donc, le point important, c'est que l'optimisation n'introduit pas de nouveaux comportements. Et donc là, je tire cette table de la thèse de doctorat de Jaroslav Ševčík, qui a justement étudié un certain nombre d'optimisations, de transformations de programmes vis-à-vis de divers modèles mémoire. Et on voit que donc, pour le modèle DRF, essentiellement toutes les transformations préservent la sémantique. Et ce n'est pas le cas, par exemple, pour le JMM, le modèle mémoire du langage Java, Java Memory Model, qui donne des garanties supplémentaires par rapport à DRF, mais lesquelles posent problème vis-à-vis de certaines optimisations. Bien, donc c'est sympa. L'absence de course critique est vraiment une très très bonne propriété pour un programme, mais petit 1, comment on le montre? Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait si on veut aussi programmer avec des courses critiques? Mais pour le moment, répondons à la première question. Comment est-ce qu'on montre qu'un programme n'a pas de course critique? C'est une propriété qui n'est pas évidente. Alors évidemment, on peut essayer d'énumérer concrètement ou dans sa tête toutes les exécutions possibles du programme dans un modèle SC. Ça fait des démonstrations ad hoc qui ne sont pas toujours correctes, on va dire. Après, on peut essayer de s'appuyer sur les garanties d'un système de type. Rust donne certaines garanties de ce type. On peut s'appuyer sur le résultat d'une analyse statique, par exemple l'outil Infer de Peter O'Hearn chez Facebook, ou eh bien, on peut aussi faire une vérification déductive en logique de séparation concurrente, éventuellement avec un outil comme l'outil Verifast que Bart Jacobs nous a présenté au séminaire il y a 2 semaines. Car, rappel du 4e cours, si une commande C est prouvable en logique de séparation concurrente, si vous pouvez montrer un triplet de Hoare à son propos, alors C s'exécute sans course critique, on l'avait démontré, dans une sémantique par entrelacement qui est équivalente au modèle SC. Donc la logique de séparation concurrente vous donne un outil très puissant pour montrer que votre programme est DRF et que donc il va s'exécuter comme il faut sur essentiellement toutes les architectures et tous les modèles mémoire connus. Et donc ça fait, je résume ça par la garantie CSL, CSL étant Concurrent Separation Logic, que voici. Si un programme est vérifiable en logique de séparation concurrente, incluant des sections critiques, des sections atomiques, etc., alors il s'exécute correctement dans tout modèle mémoire relâché qui offre la garantie DRF, à condition que les sections critiques, les sections atomiques soient correctement implémentées. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de formaliser ce théorème. Alors évidemment, je ne sais pas le montrer pour tous les modèles mémoire du monde, mais j'ai pris un modèle mémoire particulier, qui est donc le modèle TSO, Total Store Ordering, du processeur x86. Et c'est aussi c'est un peu un exercice, mais c'est aussi un moyen de vous montrer comment est-ce qu'on peut formaliser un tel modèle mémoire de manière opérationnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut changer notre langage PTR pour lui donner une sémantique de type TSO et non plus de type SC. Et la manière de procéder est très très bête, et on va matérialiser dans la sémantique la notion de tampon en écriture, donc de store buffer.
Donc un store buffer dans la sémantique, ça va être une liste d'écritures en attente, une liste de paires, adresses, valeurs. J'ai hésité plusieurs fois, mais oui, donc la tête de la liste est l'écriture la plus récente, et la queue de la liste est l'écriture la plus ancienne. Alors bien sûr, c'est un tampon en écriture abstrait, par exemple, il est de taille non bornée. Vous pouvez bufferiser autant d'écritures que vous voulez. Et du coup, les configurations du programme entier, quand il s'exécute, c'est de la forme suivante. On a n commandes qui s'exécutent en parallèle, C1, Cn, c'est les processus. Chacun a un tampon en écriture, et le tout partage une mémoire globale H. Et donc les comportements de ces configurations globales se déduisent des comportements de configuration locale. Là, on raisonne du point de vue d'un processus, une commande, dans un store buffer S et un tas mémoire H. Alors rapidement, donc, quelles sont les réductions locales sur ces configurations? À tout moment, un processus peut effectuer l'écriture la plus ancienne de son tampon, donc celle qui arrive tout à la fin, LV, et elle est enlevée du tampon et effectuée dans le tas partagé, sans changer la commande en cours. Les constructions de base ont leur sémantique habituelle. J'ai mis les 3 règles pour le let. Ce sont les règles usuelles, sauf qu'on a remplacé H par des paires SH. Donc l'état a une structure un peu plus compliquée. Pour les constructions impératives, l'idée à retenir, c'est qu'elles écrivent dans le tampon, mais qu'elles lisent dans ce que j'ai noté S triangle H, donc S appliqué à H, qui est le tas H dans lequel on a conceptuellement effectué toutes les écritures qui étaient dans S. Et donc c'est défini ainsi récursivement. Et donc S appliqué à H, c'est l'état mémoire que voit le processus courant quand il lit. Et ça revient à dire, si j'ai une écriture en attente dans S, je choisis la valeur de la plus récente, et si je n'en ai pas, je vais aller voir dans H. Et donc vous voyez par exemple que le get, ici, va vous renvoyer la valeur de l'adresse A dans ce tas S appliqué à H. En revanche, le set, lui, se contente d'ajouter une écriture de la valeur A' à l'adresse A en tête du tampon d'écriture et ne modifie pas H. Et si on veut, plus tard, cette écriture pourra être effectivement effectuée dans le tas via cette règle. Voilà. Alors maintenant, la seule difficulté, en fait, le seul point un peu subtil, c'est les sections atomiques. Donc, comme dans PTR, on exécute les sections atomiques en style grand pas, c'est-à-dire que si S, C dans S dans H se réduit en 0, une ou plusieurs étapes en une expression pure, donc se réduit complètement en une expression pure et un nouveau tas H', alors l'expression atomique de C se réduit en A et en ce nouveau tas H' en une seule étape. Et donc pendant ce temps-là, aucun autre processeur ne peut entrelacer ces exécutions. Le point subtil, c'est qu'on exige que le store buffer soit vide à la fin de l'exécution atomique, ce qui revient en fait à mettre une barrière en écriture à la fin de chaque exécution atomique. Et on va voir que c'est important, sinon la logique n'est pas cohérente, n'est pas correcte. Alors c'est toujours possible de remplir cette condition, ça veut tout simplement dire qu'il faut appliquer cette règle de manière répétée jusqu'à ce que le tampon soit vide. Mais on ne peut pas progresser avant que le tampon soit vide. Et alors il y a un phénomène similaire qui se produit lorsqu'on crée un invariant de ressources, qui revient par exemple quand on initialise un verrou, où là aussi il faut que le tampon soit vide. Et donc c'est pour ça que j'ai introduit cette construction MK-inf qui a essentiellement une barrière en écriture qui dit j'attends que le tampon soit vide. Et ensuite, je me réduis comme C. Et puis, à partir de ça, on peut définir des réductions globales, où à chaque étape, on choisit un des processus, CI, SI, pour se faire réduire. Et donc, CI, SI, H se réduit en C', S', H'. Les autres processus sont inchangés. Le tas global évolue en H', le processus évolue en C', S'. Bon, rien de très compliqué. Et maintenant, il faut juste adapter la preuve de correction sémantique de la logique de séparation concurrente qu'on avait avant. Et donc je vous rappelle, pour PTR avec un modèle SC, on avait juste l'idée
centrale, c'était de décomposer l'état mémoire courant H à chaque étape d'exécution en 3 parties disjointes, H1, HJ, HF. H1 étant la mémoire propre à la commande C, celle dont elle a besoin pour s'exécuter. HJ étant la mémoire partagée, celle qui est accessible uniquement aux sections atomiques. Et HF étant tout le reste, c'est-à-dire la mémoire encadrante, F comme frame, qui inclut aussi les mémoires propres des autres processus qui s'exécutent en parallèle avec C. Et donc, nous, maintenant, notre mémoire, elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a ce tampon en écriture qui arrive. Et l'idée, c'est de dire, bon, la mémoire globale H va être décomposée en la mémoire partagée et une mémoire non partagée HU. Et cette mémoire non partagée HU, le tampon en écriture peut la modifier, peut s'appliquer dessus, et c'est cette mémoire HU modifiée que l'on va décomposer en mémoire propre H1 et mémoire d'encadrement HF. Une autre manière de dire, c'est que le tampon en écriture n'a pas le droit de modifier la mémoire partagée HJ, parce que le tampon en écriture, c'est quelque chose qui est propre à un processus, et la mémoire partagée, elle est partagée entre tous les processus. Et donc, une autre manière d'écrire, qui est un peu plus commode pour les démonstrations, c'est de dire que la mémoire globale H modifiée par le tampon du processus courant S se décompose en H1, mémoire propre, HJ, mémoire partagée, HF, mémoire encadrante, à condition qu'aucune des adresses mémoire apparaissant dans le tampon ne soit impliquée dans la mémoire partagée. Dans le tampon, il ne peut y avoir que des adresses pour de la mémoire locale, entre guillemets. Et du coup, maintenant, c'est un peu la routine. On fait tourner la mécanique qu'on a déjà fait tourner plusieurs fois dans ce cours. On définit un triplet sémantique qui dit donc dans tout état H satisfaisant la précondition P, il faut que l'exécution de C pour n étapes, n étant un nombre arbitrairement grand, soit sûre, c'est-à-dire ne plante pas, si elle termine, satisfait la postcondition Q, et à chaque étape, préserve l'invariant de ressources J. Et donc, on a des règles de base. Tout calcul est sûr pour 0 étape. Un calcul terminé est sûr s'il satisfait la postcondition. Et la règle un peu difficile, c'est le cas récursif, où on peut faire une étape de réduction de la commande C dans un certain état mémoire H et un certain tampon S. Et bien là, on voit apparaître donc cette décomposition de S appliqué à H en 3 composantes, dont le tas mémoire propre qui a été donné au prédicat safe, le tas partagé qui satisfait l'invariant de ressources partagées, et le reste du tas. Et donc, dans une telle décomposition, la commande ne doit pas pouvoir partir en erreur, et si elle fait une réduction vers C', S', H', on a une décomposition similaire, et C' est sûr pour n étapes. Bon, c'est un peu verbeux tout ça, mais ça se formalise sans grande difficulté. Et on montre ensuite que le triplet sémantique satisfait les règles de la logique de séparation concurrente. Et évidemment, les seuls cas intéressants sont ceux qui concernent les sections atomiques. Donc rapidement, je vous fais le cas pour atomique de C. Donc rappelez-vous, cette commande atomique de C, elle revient en fait à avoir accès, gagner un droit d'accès à l'invariant de ressources partagées J, qui peut être utilisé, qui peut être modifié, mais qui doit être restauré à la fin de la commande atomique. Et donc à la fin de l'exécution de C, justement, on a une décomposition de l'état mémoire courant. Alors le store buffer est vide, l'état mémoire est H', il se décompose en H1 union HJ', puisque ça c'est la conjonction séparante, union vide, puisque l'invariant de ressources est vide temporairement, union l'encadrement, et qu'on réécrit évidemment en H1' union HJ', union HF, ce qui nous permet de satisfaire la postcondition ici. Mais il est vraiment crucial que le tampon final à la fin de l'exécution de C soit epsilon, parce que si c'était S', pas epsilon, la contrainte qu'aucune case modifiée par S' n'est dans l'invariant partagé à J' ne serait pas forcément satisfaite. On aurait pu restaurer l'invariant, mais à l'aide de cases mémoire privées, locales au processus, et donc on n'a pas encore le droit de rendre la mémoire partagée au reste du système. Et un phénomène similaire se passe quand on ajoute un invariant, J', à l'invariant de ressources J. Donc ce J', initialement, il est pris dans notre état mémoire local, donc il pourrait contenir des adresses
impliqués dans le store buffer, dans le tampon, et donc on force un vidage du tampon pour être sûr qu'on puisse transférer ces cases mémoire dans l'invariant de ressources partagées. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc une démonstration assez simple, en fait, une variante assez simple de la démonstration précédente qui prend en compte TSO, ce modèle TSO. Alors, quand même, si je voulais vous faire remarquer quelque chose. Notre formalisation ne permet pas de justifier toutes les optimisations du modèle TSO. Par exemple, unlock de L, donc qui est une écriture atomique de 0 à l'adresse L, notre sémantique, il dit il faut vider le tampon à la fin de cette instruction. On ne peut pas faire juste une écriture normale qui laisse le résultat dans le tampon. Donc c'est un aspect de TSO qu'on n'a pas capturé dans cette sémantique et dans cette logique. D'un autre côté, c'est une force, parce qu'on se rend compte que notre démonstration s'adapte à des modèles mémoire plus relâchés que TSO, en particulier un modèle qui s'appelle PSO, Partial Store Ordering. Donc Partial Store Ordering, ça veut dire que les écritures, en termes architecturaux, les écritures sortent du tampon d'écriture, mais pas forcément dans l'ordre où elles sont rentrées. En termes un peu plus abstraits, ça veut dire qu'on peut permuter des écritures. On peut dire, ben non, telle écriture, je vais la faire avant telle autre. Et quand on est en PSO, l'optimisation du unlock, dire qu'on n'a pas besoin de vider le tampon, il suffit de faire une écriture normale, elle est plus correcte. D'accord ? Et d'ailleurs, il est facile d'ajuster nos sémantiques pour dire maintenant on va faire PSO, et ça consiste simplement à dire qu'on peut vider dans la mémoire principale n'importe quelle écriture qui est dans le tampon, pourvu qu'on ne passe pas devant, pourvu qu'on ne passe pas devant une autre écriture à la même adresse. Et ça ne change strictement rien à la correction sémantique de notre logique. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, en voulant faire une logique pour TSO, on a fait une logique pour PSO. Bon. Bien, mais maintenant, je voudrais revenir sur l'autre question qu'on a laissée en suspens. C'est, et si mon programme il n'est pas data race free, il utilise des courses critiques pour aller plus vite, pour certains idiomes de programmation où c'est utile et où ça permet d'aller plus vite. Alors on va voir un de ces idiomes de programmation, qui est l'idiome Release Acquire, et qui est tout à fait intéressant. Et c'est un des modes fournis par la bibliothèque d'opérations atomiques de C++ 2011. Donc une écriture de type release, non seulement ça écrit dans la mémoire, mais ça vous garantit que les écritures et les lectures précédentes ont été effectuées. Donc il ne va pas y avoir de réordonnancement d'un axe à mémoire X, lecture ou écriture, suivi d'une écriture en mode release, en écriture en mode release suivi de X. Symétriquement, une lecture de type acquire, ça garantit que les lectures et les écritures suivantes, la lecture, n'ont pas commencé. Et donc on ne peut pas réordonnancer lecture en mode acquire suivi d'une opération mémoire en opération mémoire suivie de la lecture. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est très très adapté au passage de messages efficace. Donc qu'est-ce qu'on appelle le passage de messages en mémoire partagée? C'est l'idée qu'un processus prépare un message dans un tampon, MSG, par un certain nombre d'écritures qui sont non atomiques, donc sans barrière, sans rien, les plus rapides possibles. Puis une fois que le message est rempli, il le signale en mettant un drapeau partagé, ready, à 1. Et pour ça, il va utiliser une écriture de type release, qui donc non seulement fait l'écriture, mais garantit que les écritures précédentes sont visibles de tout le monde. Maintenant, un consommateur, quelqu'un qui veut lire le message, donc il va faire une attente active sur ready, jusqu'à ce que ready soit différent de 0. Et cette attente, elle se fait avec des lectures de type acquire, pour que... et après cette attente active, il va lire les entrées du message avec des lectures non atomiques. Et il est important que cette lecture de ready soit en mode acquire pour empêcher ces lectures dans le message de commencer plus tôt, de commencer avant
qu'on ait vu le drapeau ready à 1. Puisque là, a priori, on lirait des valeurs incorrectes. On n'est pas sûr de lire les bonnes valeurs, celles qui ont été mises par le producteur. Donc voilà, donc c'est une forme légère de synchronisation et avec transmission de ressources. Si vous pensez en termes de logique de séparation, le message qui appartenait au processus de gauche va maintenant appartenir au processus de droite. En revanche, c'est plus léger qu'un verrou ou un sémaphore parce qu'il n'y a pas d'exclusion mutuelle. Si vous avez plusieurs lecteurs qui sont en attente active, ils vont tous redémarrer et ils vont tous lire le message. Il n'y a pas d'exclusion mutuelle à ce niveau-là. Et de même, il est aussi possible, si on s'y prend mal, d'avoir plusieurs écrivains qui écrivent en même temps, et là encore, des comportements pas forcément désirables se produisent. Voilà, donc il n'y a pas d'exclusion mutuelle, mais il y a quand même un début de synchronisation avec transmission de ressources. Alors, une autre utilisation du release et du acquire, c'est pour implémenter les verrous, justement. Donc, libérer un verrou, c'est une écriture de type release. On écrit 0 à l'adresse L, et ça libère le verrou, mais ce n'est pas une écriture normale, c'est une écriture de type release, parce qu'on veut s'assurer que, justement, les écritures précédentes ont bien été rendues visibles. Alors, prendre un verrou, c'est toujours une instruction atomique. Par exemple, un compare and swap. Et l'idée, c'est qu'il faut aussi qu'il soit en mode acquire pour s'assurer que les lectures qui suivent la prise du verrou ne sont pas anticipées, qu'elles attendent vraiment qu'on ait obtenu le verrou pour commencer à lire. Et donc oui, compare and swap, je vous rappelle ce que c'est on donne une case mémoire, la valeur attendue pour cette case mémoire et la valeur qu'on veut écrire dedans. Si la valeur courante de la case mémoire, c'est la valeur attendue, alors on écrit la valeur nouvelle et on renvoie un code qui n'est pas 0, qui est 1. Et en revanche, si la valeur n'est pas la valeur attendue, alors CAS échoue, n'écrit rien du tout et renvoie un code d'erreur 0. Et donc, prendre un verrou, c'est essayer d'écrire 1 en supposant qu'il y avait 0. Et s'il n'y avait pas 0, s'il y avait déjà 1, ça veut dire que quelqu'un d'autre a le verrou, et donc on a échoué et il faut réessayer. En revanche, si on a réussi, c'est bon, on a fait passer atomiquement le verrou de 0 à 1, et donc on l'a acquis. Alors typiquement, on veut améliorer les performances de ça avec une attente active, avec une attente active utilisant des lectures de type relaxed, donc des lectures essentiellement sans garantie. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer par lire la case mémoire L en mode relaxed, et si on voit une valeur qui n'est pas 0, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vraisemblablement quelqu'un d'autre a le verrou. Et donc on va attendre, toujours avec des accès mémoire relax, très rapides, de lire quelque chose qui n'est pas 0. À ce moment-là, on n'a toujours pas acquis le verrou, mais à ce moment-là, il est temps d'essayer de l'acquérir en faisant un compare and swap, en écrivant 1, tout en vérifiant qu'on a toujours la valeur 0. Alors ça peut échouer, auquel cas on va refaire un spin, une attente active, puis on va réessayer le compare and swap, l'instruction atomique, jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà. Alors pourquoi ce modèle release acquire est si populaire? C'est qu'il s'implémente de manière assez efficace. En particulier sur une architecture TSO, comme le x86, il n'y a rien à faire. Toutes les écritures normales ont la sémantique release, parce que, encore une fois, elles s'exécutent dans l'ordre. Et donc on ne peut pas... une écriture ne peut pas anticiper sur une autre écriture. Et les lectures normales ont la sémantique acquire. Alors pour des architectures plus relâchées, comme Power ou ARM, il faut quand même introduire des barrières mémoire ou des instructions spéciales, mais qui sont moins coûteuses que les barrières fortes qui garantissent la cohérence séquentielle. Donc tout le monde y gagne. Et alors maintenant, la question, c'est comment on raisonne là-dessus. Et donc là, je vais vous présenter une logique qui s'appelle RSL, qui a été introduite par Vafayadis et Narayan en 2013. Donc leur objectif, c'était de faire une logique de séparation concurrente pour une partie des low-level atomics, donc de la bibliothèque d'opérations atomiques de C++ 2011. En fait, ils s'y sont repris à plusieurs articles. Donc là, on va voir le premier article, et puis on verra une extension dans un deuxième article à la fin du cours.
Donc, les auteurs partent d'un petit langage qui ressemble beaucoup à notre langage PTR. En fait, c'est l'inverse. Je me suis inspiré de ce papier pour le langage PTR utilisé dans ce cours, où on a donc des commandes qui peuvent être des expressions pures, le let, donc le séquencement et de deux commandes C et C', une conditionnelle, une construction repeat qui répète une commande tant qu'elle renvoie 0, l'exécution en parallèle, l'allocation d'une case mémoire, la lecture mémoire en mode X, l'écriture mémoire en mode Y et le compare and swap en mode Z et X, Z étant le mode si le CAS réussit et X s'il échoue. Alors c'est quoi ces fameux modes ou les types de lecture? Ce sont justement les modes proposés par C++. Par exemple, une lecture peut être en mode séquentiellement cohérente, ou bien en mode acquire, ou bien en mode relaxed, ou bien en mode non atomique. Une écriture peut être séquentiellement cohérente, release, relaxed et non atomique. Et un compare and swap peut se faire, alors il est forcément atomique, c'est pas très intéressant sinon, et peut se faire en mode séquentiellement cohérent, en mode release et acquire, parce que compare and swap c'est à la fois une lecture et une écriture. D'accord ? Donc on peut dire si l'écriture fait une release et la lecture fait une acquisition, ou alors c'est juste en mode acquire, acquisition, ou juste en mode release. Et est-ce qu'on le voit ici? Oui, et donc ici, par exemple, j'ai utilisé une écriture en mode release et un CAS en mode acquire et une lecture en mode relaxed. Quelles assertions pour cette logique RSL? Donc on a des assertions qui servent aussi de préconditions, qui sont d'abord celles de la logique de séparation usuelle, en particulier une assertion pure, A. Il y a une assertion dite true, qui est vraie de n'importe quel espace mémoire, parce que c'est en fait une logique affine. Je dis ça pour les spécialistes. On a la conjonction séparante, bien sûr. On a le fait qu'une case L contient une valeur V avec une permission pi, permission fractionnaire. Et puis, pour parler des cases qu'on accède de manière atomique, on a des invariants de ressources qui sont attachés à des cases mémoire. Donc, phi, c'est des invariants de ressources, ce sont des assertions paramétrées par la valeur V qui est dans la case mémoire. Et donc, alors on va revenir dessus après. Et on a aussi des assertions qui nous contrôlent l'initialisation des cases mémoire, parce qu'en C, C++, c'est vraiment pas bien d'accéder à une case mémoire non initialisée. Alors, voyons voir ce que ça donne. Déjà, pour les accès non atomiques. Les accès non atomiques, c'est comme en logique de séparation standard, sauf qu'on fait attention de ne pas pouvoir lire dans une case mémoire allouée mais pas encore initialisée. Donc l'allocation nous renvoie une case mémoire L avec la propriété uninit de L dedans. L'écriture en mode non atomique est possible, alors soit pour une case qui vient d'être allouée, soit pour une case qui a déjà été écrite et sur laquelle on a une permission pleine. Et ça nous donne donc une case L qui contient la valeur V avec permission pleine. Et la lecture est possible pour donc n'importe quelle permission fractionnaire et nous donne une valeur X qui est égale à la valeur qui est dans la case mémoire. Donc c'est exactement les règles de la logique de séparation usuelle. Bonne chose. Donc pour les écritures et lectures atomiques, donc on a ces permissions un peu spéciales. Donc rel de L et de phi, rel comme release, c'est en fait une permission d'écriture. Ça permet d'écrire à l'adresse L une valeur V à condition qu'elle satisfasse phi de V, donc qui est l'invariant de ressources, et qu'on fournisse phi de V en même temps. Symétriquement, hack de L de phi, c'est la permission en lecture. On peut lire l'adresse L, on va obtenir une valeur V et la ressource phi de V. Alors il faut aussi avoir l'assertion init de L, parce que si on lit depuis une case mémoire non initialisée, a priori l'invariant n'a pas été établi, et donc c'est pas correct. Alors les règles ici sont les suivantes. Donc lorsqu'on alloue une case mémoire et qu'on décide, nous le vérificateur, que ça va être utilisé donc en mode atomique, on obtient en même temps une permission rel et une permission hack sur cette adresse L, avec l'invariant de ressource phi de notre choix. Maintenant, si on fait une écriture en mode release à cette adresse L, sur laquelle on a cette permission rel L phi, et on a établi l'invariant de ressource phi pour la valeur V qu'on est en train d'écrire, alors on perd cet invariant de ressource, il est
absorbé d'une certaine manière par la case mémoire, et on gagne en revanche le fait qu'elle a été initialisée. Et symétriquement, donc si on a le fait qu'elle a été initialisée et la permission de lecture à l'adresse L, alors on peut lire en mode acquire, on obtient une valeur V, phi de V, donc qui est la ressource associée, et alors, en première approximation, on peut dire qu'on a perdu le droit de lecture. Parce que si on lit 2 fois de suite en mode acquire à la même adresse, on ne peut pas acquérir 2 fois l'invariant de ressource. L'invariant de ressource phi de V, il n'est pas duplicable en général. Donc, une manière d'empêcher ça, c'est de dire on perd le hack, donc on ne peut plus lire du tout à cette adresse. De manière un peu plus fine, c'est de dire si on garde un droit de lire à l'adresse L, mais avec un invariant de ressources qui est vide. Donc, si on lit la deuxième fois, on ne gagne rien. Et ce que font Vafeadis et son co-auteur, c'est un peu plus subtil, c'est de dire bon, c'est vrai que si la deuxième fois on lit la même valeur V, alors on n'a rien acquis. On n'acquiert pas de ressources supplémentaires. En revanche, si on lit une valeur V' différente, ça veut dire qu'entre les deux lectures, un écrivain, a rechargé l'invariant de ressources avec une autre valeur, et donc, je peux à nouveau acquérir un invariant de ressources phi pour la nouvelle valeur V'. Bon, voilà, donc ça c'est une subtilité, mais moralement on peut aussi dire, bon, on a perdu tous les droits de lecture sur la case L. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut justifier notre transfert de ressources. Donc là, je vais le faire dans un cas très simple. Le tampon, le message, c'est juste une case mémoire B, accédée de manière non atomique. Le drapeau, c'est X, qui va être accédé de manière atomique. Et ce que je veux transférer, c'est le fait que la case mémoire B contient la valeur 53. Et donc, je prends comme invariant de ressources, pour la case X, que si la valeur de la case X, c'est 0, alors empty, rien. Sinon, la case mémoire B contient 53, avec permission pleine. J'aurais dû mettre une permission pleine ici. Maintenant, donc le début de notre programme, il alloue X, il alloue B, il fait une première initialisation de X avec la valeur 0, et ça nous donne ces 4 permissions. Donc B est fraîchement alloué. On peut écrire à l'adresse X avec l'invariant phi, X est initialisé, et on peut lire à l'adresse X avec l'invariant phi. Maintenant, on partage ces droits en deux. L'écrivain, donc, il gagne le droit uninit et le droit d'écrire. Du coup, il peut écrire en mode non atomique à la case B, établir que B contient 53. B contient 53, c'est phi de 1, n'est-ce pas? Et donc, il a phi de 1, le droit d'écrire à l'adresse X avec l'invariant phi, et donc, il peut écrire 1 à l'adresse X. Le lecteur, lui, donc, il a init de X et acquire de X phi, et donc, il peut faire des lectures en mode acquisition à l'adresse X, et obtenir des valeurs V qui satisfont phi de V. Comme on a mis la lecture dans un repeat, le V est forcément différent de 0, puisque le repeat répète tant que c'est 0. Et donc à la sortie du repeat, on a un V différent de 0 et phi de V. Et un init et un acquire résiduel, mais je ne les ai pas notés. Et donc on a ça, et ça veut dire qu'on a la permission d'accéder à B et de voir qu'il contient 53. Et donc maintenant on peut lire et savoir que ce qu'on vient de lire c'est 53. Voilà. Donc voilà comment on a synchronisé et transféré des ressources, juste avec une écriture en mode release et une lecture en mode acquisition. Alors ça marche aussi si on a plusieurs lecteurs ou plusieurs écrivains, car on peut dupliquer ou fractionner des permissions. Alors les permissions pour écrire sont duplicables, et donc vous pouvez avoir plusieurs écrivains auxquels vous distribuez ces permissions. En revanche, les permissions pour lire, elles sont seulement sécables, c'est-à-dire que si vous avez une permission pour lire et qui vous donne un invariant de ressources de la forme phi1 de V étoile phi2 de V, alors vous pouvez le couper en 2 permissions de lire, l'une qui vous donnera phi1 et l'autre qui vous donnera phi2. Et un exemple, c'est si vous avez un écrivain et 2 lecteurs. Donc ici, votre écrivain il prépare 2 messages, A et B, avec valeur 13 et 17.
et il signale un seul drapeau partagé X. Le lecteur de gauche, il attend donc que X soit égal à 1, et là on peut lui donner le droit de lire A qui vaut 13, ou d'écrire. Et le lecteur de droite, à qui on a donné l'autre invariant de ressources, peut lire et obtenir des droits sur la case mémoire B. D'accord ? Juste en fractionnant correctement nos permissions. Et alors juste pour finir avec cette logique RSL, j'ai essayé de vous expliquer le traitement du compare and swap, qui est un petit peu subtil. Donc le compare and swap, il fait intervenir les mêmes permissions en écriture, rel, elfi, que précédemment, mais une permission en lecture légèrement différente, rmwac, c'est-à-dire qu'on peut acquérir en mode read, modify, write. Bon. Et la différence par rapport à une permission d'acquisition normale, c'est que ces permissions sont duplicables. Donc on peut être plusieurs en fait, à essayer de faire des compare and swap sur la même adresse mémoire et être un peu en compétition pour la même ressource. Et alors la règle est un petit peu compliquée. Donc il y a une précondition P et une postcondition R. Il faut que la précondition P vous donne la garantie que l'adresse L est initialisée, que vous avez cette permission rmwac, qui est une permission de lecture-écriture un peu spéciale, et puis éventuellement d'autres choses. Et il faut que, donc là on a deux invariants de ressources, oui, excusez-moi. Donc il y a l'invariant phi qui est pour lire, d'accord, et donc si le CAS a réussi, on a lu la valeur V. Si ce n'était pas la valeur V, dans le case mémoire, on aurait échoué. Donc on a acquis l'invariant phi de V, on peut l'ajouter à la précondition P, et ça va nous donner d'abord la postcondition R dans le cas succès 1. Ça va nous donner aussi il faut aussi que ça nous donne un droit d'écrire à l'adresse L, puisque compare and swap, c'est aussi une écriture, avec un invariant de ressource psi qui doit être vrai de la nouvelle valeur V' qu'on écrit. Je crois être arrivé à expliquer cette formule. Et l'autre cas, c'est si le CAS échoue. À ce moment-là, il faut que la précondition implique la postcondition avec la valeur 0, qui est le code d'erreur. Et rien n'a été modifié dans la mémoire, on n'a rien acquis, on n'a rien donné. Alors après, il y a des restrictions supplémentaires, qui est que dans certains cas, on ne donne rien, et dans d'autres cas, on n'acquiert rien. Donc, si le mode est release ou relaxed, alors on n'acquiert rien, et si le mode est acquire ou relax, on ne donne rien. Voilà. Et c'est seulement dans les modes SC ou ACREL qu'on est en même temps en train de donner des choses et de récupérer d'autres choses. Voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage, parce que maintenant, je voudrais parler des accès dits relâchés, donc ceux qui sont en mode relaxed, dans la terminologie C++ 2011. Donc dans leur article de 2013, Fayadis et son co-auteur donnent des règles aussi en mode relax qui ont l'air plausibles. Leur intuition, c'est qu'une écriture en mode relax, c'est un peu comme une écriture en mode release, et une lecture en mode relax, c'est un peu comme une lecture en mode acquire, mais il n'y a pas de transfert de ressources. On ne peut pas transférer des ressources de manière fiable parce que l'écriture en mode relax, par exemple, n'est pas ordonnée avec aucune autre écriture précédente et donc ne nous donne pas suffisamment de garanties pour transférer des ressources. Mais malgré tout, on devrait pouvoir dire quelque chose. Donc par exemple, si on lit en mode relaxed à une adresse, où on a le droit de lire à un invariant phi, on peut lire une valeur V où l'invariant ne devrait pas être faux. C'est une des valeurs V possibles d'après l'invariant. De même, si on écrit en mode relaxed une valeur V à une adresse L, et si l'invariant phi de V ne transmet pas de ressources, c'est-à-dire c'est une assertion qui est pure et qui est vraie, alors on a le droit de le faire, et puis on a toujours la permission en écriture après. Alors on peut se dire que ça ne sert pas à grand-chose tout ça, si ça sert à contrôler l'ensemble des valeurs possibles pour une case mémoire. Donc vous pouvez mettre des petits invariants, comme par exemple, la case mémoire contient une valeur V qui est toujours entre 0 et 10. Donc ça, c'est une assertion qui est pure,
Il n'y a pas de transfert de ressources, mais ça peut être utile quand même de faire de l'analyse d'intervalles. Et donc, effectivement, si toutes les valeurs que vous écrivez satisfont cette condition, donc c'est entre 0 et 10, on peut s'attendre à tout ce que les valeurs que vous allez lire depuis la case mémoire seront bien entre 0 et 10. Bon. Eh bien non. Du moins pas d'après le standard C++ 2011, car dans ce standard, les accès en mode relâché, atomic relaxed, ont le droit de produire des valeurs ex nihilo. Vous vous rappelez des valeurs ex nihilo, les choses qui apparaissent, qui ne sont nulle part dans le programme d'origine. Et l'exemple typique, c'est celui-ci. Donc, un processus lit x et réécrit la valeur dans y. L'autre lit y et réécrit dans x, tout ça avec des accès relâchés. On part de x égale y égale 0. Et d'après le standard, on peut finir avec x égale y égale 1, ou 2, ou 42, ou n'importe quelle valeur entière, qui serait apparue ex nihilo. D'accord. Et alors évidemment, ça ne marche pas avec les règles de Vassiliadis et Narayan, puisque d'après leurs règles, on peut prendre comme invariant pour les cases x et y le fait qu'ils contiennent la valeur v qui est égale à 0. Et ça, c'est vrai initialement. Quand on lit forcément 0. Quand on écrit, on réécrit forcément 0. Donc l'invariant, il est préservé. Mais ça ne marche pas à cause de ces fichues valeurs ex nihilo. Alors, c'est un problème qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est assez troublant. D'un côté, c'est un risque majeur d'avoir des valeurs ex nihilo. Par exemple, ça casse la sûreté du typage. Si vous pouvez lire en n'importe quelle valeur, elle n'est pas forcément une valeur du type statique attendu. Donc ça, c'est très, très ennuyeux pour Java, qui est un langage avec un système de type sûr. C'est même ennuyeux pour C++. Et puis, ça peut même introduire des failles de sécurité. Imaginez que la valeur ex nihilo, ce soit un morceau de clé secrète qui était stocké ailleurs en mémoire, que normalement votre programme n'aurait pas pu accéder, mais parce que votre hardware est vraiment bizarre, il va vous donner un morceau de la clé secrète. Donc, c'est un risque majeur, et si on regarde par exemple les évolutions ou les différentes versions du modèle mémoire Java, Java Memory Model, depuis les 20 dernières années, c'est essayer d'éliminer toute possibilité de valeur ex nihilo. Ceci dit, c'est un risque théorique. Aucune architecture connue, aucun compilateur, aucune optimisation qui existe dans un compilateur du commerce n'exhibe ce comportement de valeur ex nihilo. Le problème, c'est la spécification. On n'arrive pas à spécifier qu'il n'y a pas de valeur ex nihilo sans interdire d'autres comportements que certains trouvent utiles, certaines optimisations, certaines relaxations que d'autres trouvent utiles. En particulier, donc, les définitions de type axiomatique par structure d'événements, donc il y a un style que je ne vous ai pas présenté du tout dans ce cours parce que je ne suis pas à l'aise avec, mais qui est un style donc, très largement utilisé. Quand vous faites une définition axiomatique d'un modèle mémoire comme C11, c'est très très difficile, je ne sais pas si on y arrive encore, à distinguer entre d'un côté des comportements qui font apparaître des valeurs ex nihilo et d'autres des comportements très spéculatifs mais corrects. Très spéculatifs, c'est ce qu'on appelle load buffering, qui correspond par exemple à spéculer des écritures en mémoire. Et il semble que certains processeurs font ça. Donc on a un problème, et une solution que je trouve prometteuse, d'ailleurs c'est le nom de l'article, Promising Semantics. Donc c'est un article de Kang et co-auteurs en 2017, qui abandonne justement l'approche sémantique axiomatique, spécification axiomatique, pour une sémantique opérationnelle des atomiques de C++ 2011. Alors opérationnelle, assez abstraite quand même, hein, mais... Et donc en intransparent, j'essaye de vous donner les principaux ingrédients de l'approche. Après, je vous renverrai à l'article pour tous les détails qui sont quand même compliqués. Donc, première intuition, la mémoire partagée M, ce n'est pas une fonction partielle des cases mémoire dans les valeurs, donc où chaque case mémoire n'a qu'une valeur. C'est un ensemble de messages d'écriture. Donc ça garde d'une certaine manière l'historique de toutes les écritures qui sont arrivées dans la mémoire principale.
Et donc un message, ça a trois composantes, une adresse L, une valeur V, une date, un timestamp T, et qui dit donc qu'à la date T, la valeur V a été écrite à l'adresse L. Mais à une autre date T', on peut avoir une valeur V' à l'adresse L. La seule garantie, c'est qu'on a au plus un message pour un L et un T donné. C'est-à-dire donc il n'y a pas deux valeurs différentes simultanément en même temps dans la même case mémoire. Ce qui serait quand même un peu poussé. Donc voilà, la mémoire partagée, c'est un ensemble de messages d'écriture qui garde en fait l'historique complet des écritures. Maintenant, chaque processus, il a une vue de la mémoire. Et une vue, c'est quoi? C'est une fonction qui, à chaque adresse, donne une date. C'est la date à laquelle le contenu de cette adresse a été observé pour la dernière fois. Et donc, ce n'est pas forcément la date de la dernière écriture. Quelqu'un d'autre a pu écrire depuis, et le processus s'en est pas encore rendu compte, donc sa vue est un peu datée, mais ce n'est pas grave. Maintenant, quand on lit à l'adresse L, c'est observer dans la mémoire principale un message. À l'adresse L, il y a la valeur V à une date T. Date T qui doit être supérieure ou égale à V de T, V de L, la dernière date à laquelle on a lu ou écrit, ou on a appris quelque chose sur la mémoire. Donc, il s'agit, encore une fois, il y a quand même une notion de temps qui avance dans un sens. Donc quand on lit, on peut lire la même connaissance que ce qu'on avait avant, ou une connaissance plus récente. Et écrire une valeur V à l'adresse L, c'est envoyer un message de la forme L de point V à la date T, avec une date T qui doit être strictement supérieure à notre vue de la case mémoire, puisqu'on va introduire quelque chose de nouveau, et T qui doit être non utilisé. Enfin, il ne doit pas y avoir un message de cette forme déjà dans la mémoire principale. Et dans les deux cas, lecture aussi bien qu'écriture, le processus met à jour sa vue de la mémoire. Maintenant, la dernière date à laquelle il a observé la case mémoire L, c'est la date T de lecture ou d'écriture. Voilà. Et donc ça permet d'expliquer comment des processus différents peuvent voir les écritures dans des ordres complètement différents, par exemple. C'est que chacun met à jour sa vue indépendamment de l'autre. Et puis, c'est ça qui donne son nom à la sémantique, il y a un ensemble P de promesses. Donc une promesse, c'est une écriture spéculative, moralement. C'est un message qui est déjà dans la mémoire partagée, mais qui devra être réalisé par une vraie écriture plus tard, lors de l'exécution du processus. En fait, c'est un moyen de couper l'écriture en deux parties. Je promets une écriture, et ensuite je tiens ma promesse, je la réalise. Et entre les deux, il peut se passer des choses. Et, alors il y a des règles, par exemple, qui montrent qu'un processus qui fait une promesse ne peut pas la lire. Parce que s'il la lisait, alors il ne pourrait plus la tenir. Donc forcément, les promesses, c'est des choses que seuls les autres vont pouvoir lire. C'est très bizarre, mais il semble que c'est nécessaire. Et donc, il y a cet invariant qui est maintenu à chaque étape de réduction, qui est qu'il faut tenir ses promesses. C'est-à-dire que dans chaque état du processus, commande C, vue V, promesse P, dans une mémoire partagée M, il faut qu'une exécution du processus nous amène à un ensemble P qui est vide et où toutes les promesses ont été tenues. Ce n'est pas forcément l'exécution qui va avoir lieu, mais il faut que ce soit possible. Et c'est ça qui empêche les comportements ex nihilo. Les comportements ex nihilo, c'est des cas où on fait des promesses qu'on ne pourra jamais tenir. Voilà, il doit y avoir une morale là-dedans, mais je ne l'ai pas encore écrite. Voilà, très rapidement, les intuitions de cette sémantique. Et donc, au-dessus de cette sémantique, Svendsen et co-auteurs construisent une logique de séparation, qui s'appelle SLR, qui est une extension de RSL, qui traite beaucoup mieux, et de manière sans doute correcte, les écritures et lectures en mode relaxed, en mode relâché. Alors, bien sûr, il y a de nouvelles assertions. Il y en a une qui est grand O, j'ai observé quelque chose, et l'autre qui est grand W, qui est j'ai une idée des écritures qui ont été effectuées à une certaine case mémoire. Alors, grand O, on peut voir ça un peu comme une généralisation du fait que la case mémoire a été initialisée. Grand O, ça vous dit que à l'adresse L, j'ai observé une certaine valeur V à une certaine date T. C'est tout. C'est très très faible. Mais ça veut dire quand même que je sais un tout petit peu des choses sur cette case mémoire L. Grand W,
on peut voir comme une espèce de généralisation de à l'adresse L, j'ai la valeur V avec la permission pi. Donc grand W, déjà, ça vous donne une permission pi sur l'adresse L, qui peut être pleine ou fractionnaire, et un ensemble grand X de paires, valeurs date, qui sont des écritures qui ont eu lieu à cette adresse et que le processus a observé. Alors si on a une permission exclusive, on demande à ce que X contienne toutes les écritures qui ont été effectuées en L, donc l'ensemble X est exhaustif. En revanche, si on a une permission fractionnaire, on a juste une partie des écritures qui ont été réellement effectuées. Alors, comment on utilise ça? Ah oui, déjà, alors quelques propriétés de cette assertion, qui est un petit peu compliquée. Alors d'abord, elle est sécable, donc vous pouvez partager votre permission en deux permissions, pi1 plus pi2, et de même, vous pouvez partager votre ensemble d'écriture connue en deux sous-ensembles. Pas forcément disjoints, mais voilà. Alors, il y a une propriété de cohérence qui est intéressante. La cohérence, c'est que c'est justement donc, cette idée qu'à une date donnée, il n'y a qu'une valeur dans la mémoire. Il n'y a qu'une valeur possible. Et donc, si parmi les écritures, vous avez deux écritures VT, V', T', et que les valeurs diffèrent, alors ça ne peut pas être à la même date. Les deux écritures ne peuvent pas avoir eu lieu à la même date. Alors, toutes les écritures que vous connaissez sont observées ou observables. Donc, pour tout VT dans cet ensemble X, vous pouvez déduire l'assertion grand O LVT. Et si la possession est exclusive, la réciproque est vraie. Tout ce que vous avez pu observer à l'adresse L comme valeur V et date T est un élément du grand X, de l'historique de la case mémoire L, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on donne des règles, un peu compliquées, mais pas trop quand même, pour raisonner sur les accès atomiques relâchés. Donc là, on a une écriture relâchée à l'adresse L de la valeur V. Alors, comme dans RSL, il n'y a pas de transfert de ressources, donc on a un invariant de ressources phi à l'adresse L, mais sur la valeur V, il est vide, c'est-à-dire donc c'est une assertion pure et qui est vraie. Alors oui, quelles sont les préconditions? Donc d'abord, il faut un droit, une permission d'écriture à l'adresse L avec l'invariant de ressources phi, et il faut avoir une permission pi, pas forcément égale à 1, d'accord? Pi égale 1, ça ne veut pas dire je suis le seul à pouvoir écrire, pi égale 1, ça veut dire je suis le seul à avoir l'historique complet des écritures. Donc si vous avez un pi fractionnaire, vous pouvez quand même écrire, mais avec une connaissance incomplète des écritures. Mais donc voilà, donc si j'ai la permission pi et un ensemble d'écritures x, donc ça c'est les préconditions. Ah oui, et que j'ai déjà observé quelque chose à l'adresse L à une certaine date t. Alors ce que je sais, c'est qu'il y a une date t' qui est forcément postérieure à t, et un élément, et je peux ajouter donc une écriture de la valeur v à la date t' à mon ensemble d'écritures connues dans x. Donc c'est quand même assez faible, mais on gagne un tout petit peu plus d'informations que dans RSL de base. Essentiellement, on a enrichi cet ensemble d'écritures, de valeurs écrites, dont on garde la trace. Et on a une borne inférieure pour la nouvelle date T'. Typiquement, ici, si on prend la dernière écriture connue, le max de x d'une certaine manière, ça veut dire qu'on est forcément postérieur à toutes les écritures qui étaient déjà dans x. Maintenant, que se passe-t-il en lecture? Donc, il faut une permission acquire sur la case mémoire L avec une adresse phi. Il faut avoir observé au moins une valeur à la case L, parce que sinon, elle ne serait pas initialisée. Il y a un risque qu'elle ne serait pas initialisée. Et là, on obtient une valeur V et une certaine date T', telle que on sait qu'à la date T', l'adresse L vaut V, puisque c'est ce qu'on vient de lire. On a toujours la permission de lire, et on a obtenu nabla de phi de V, donc c'est la partie pure de l'invariant de ressources phi de V. Donc on n'a obtenu aucune connaissance spatiale sur les cases mémoire et leur contenu, mais on a quand même obtenu la partie pure. Et alors si on détient la permission complète sur L, c'est un peu plus intéressant, parce que la valeur lue est déterminée par la plus récente des écritures à la case L. Ici, on connaît toutes les écritures grand X, et donc on peut voir celle qui a la date la plus élevée, et c'est elle qui va satisfaire la lecture. Donc là, on a appris quelque chose de beaucoup plus fort.
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que de toute manière, je n'ai plus de temps. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a les références complètes de l'article dans la bibliographie. Mais voilà, c'était pour vous donner un peu un feeling, une intuition sur qu'est-ce qu'on arrive à dire, donc sur ces accès mémoire atomique de bas niveau, aussi bien donc en mode release acquire ou en mode relaxed. Donc oui, les règles sont compliquées. Ça, c'est clair. D'un autre côté, elle cache quand même une très grande complexité de la sémantique dynamique. En particulier, le fait que chaque étape d'exécution doit pouvoir recertifier l'ensemble de ses promesses. Ça, c'est quelque chose qui est garanti par les règles que je vous ai montrées. Et franchement, ce n'est pas évident. D'accord. Voilà. Donc, il est temps de faire un point. Donc, je voudrais faire un point en trois points. Le premier point, c'est un constat. Je crois qu'on sera tous d'accord que les modèles mémoire, comme ceux du langage Java ou de C++ 2011, sont compliqués et ne sont pas encore parfaitement compris. J'en veux pour preuve la difficulté qu'on a à exclure les comportements out of thin air, les lectures ex nihilo. Et donc, j'ai envie de vous citer Hoare, qui est quand même un de nos inspirateurs pour cette série de cours. Donc Hoare qui disait avec humour qu'il y a deux manières de construire un logiciel. L'un, c'est de le faire si simple qu'il n'y a évidemment pas de problème, et l'autre est de le faire si compliqué qu'il n'y a pas de problème évident. Et je pense que les modèles mémoire aujourd'hui, par exemple celui de Java, est dans l'état où il n'y a pas de problème évident, mais certainement pas dans l'état où il n'y a évidemment pas de problème. Et bon, alors on peut le regretter, par exemple. Ne pourrait-on pas imposer un modèle mémoire TSO à tout le monde? Alors là, ben non, parce que ça risque de ne pas être assez rapide, tout ça. Bon, donc il y a une petite course à la complexité ici. Alors après, on peut se rassurer, ou essayer de se rassurer, en se disant que tout ça ne concerne qu'une poignée de bibliothèques. Donc des bibliothèques qui implémentent des structures de synchronisation vraiment de base. Et que dans ces bibliothèques, on veut les optimiser, on veut avoir l'implémentation la plus efficace possible sur la plus grande variété de matériel possible. Et on peut espérer donc que le gros des codes parallèles est toujours écrit avec des synchronisations classiques et bénéficie de la garantie DRF et est vérifiable avec des logiques simples. Bon. Et en tout cas, les logiques de programme me semblent fort nécessaires, peut-être même plus nécessaires que jamais, pour maîtriser un peu cette complexité. Donc d'abord, il y a le côté, ça permet d'abstraire une partie de la complexité des modèles mémoire et de sa sémantique opérationnelle. On l'a vu, j'ai essayé de l'esquisser pour la sémantique promising et les règles de raisonnement SLR. Bon, les règles de raisonnement sont quand même un peu plus simples que ce qui se passe vraiment dans la sémantique opérationnelle. Et puis, qu'on espère tous, c'est qu'on va pouvoir combiner au sein d'une même logique un raisonnement en logique de séparation classique pour les parties du code qui sont DRF, qui sont correctement synchronisées, et on peut espérer que c'est 99 parties du code, et des raisonnements spécifiques au modèle mémoire, au type d'accès effectué, release, acquire, relaxed, etc., et qui ne devraient concerner qu'une toute petite partie du code. Mais voilà, l'espoir, c'est d'avoir une logique qui permette de faire les deux. Et on verra ce que ça donne dans les années à venir. Voilà, et donc pour finir, une petite bibliographie. Donc je vous recommande cet article introductif au modèle mémoire faiblement cohérent, écrit par deux pionniers du domaine, Sarita Adve et Hans Bohm. Donc les deux logiques RSL et SLR que j'ai esquissées sont tirées de ces deux articles, et la fameuse sémantique prometteuse pour C++ 2011 vient de cet article ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention.